Imaginez cette situation. Vous vivez au XXe siècle, en l'an 1911, à une époque où le modèle T de Ford devient rapidement la voiture la plus vendue sur les routes du pays. Et pourtant, vous n'êtes pas préoccupé par cela. Votre vie semble être le sommet du succès. Tous ceux qui vous entourent vous considèrent comme le meilleur coureur automobile de n'importe quel pays extraordinaire. Et votre popularité incontestable, votre talent brillant de pilote, mène à ce que vous vous associez sans hésiter avec d'autres passionnés pour fonder une entreprise automobile qui porte même votre nom. À ce moment-là, vous ressentez probablement une fierté incroyable pour vos réalisations, car vous êtes littéralement au sommet du monde. Et c'est justement durant ces années que votre entreprise atteint des sommets, dépassant même la célèbre Ford en concurrence et occupant une position dominante sur le marché de la fabrication automobile. La société enregistre des profits records, des millions de dollars. Cependant, tout ne se déroule pas toujours aussi lisse et rayonnant. Le principal problème est que, quelques années seulement après, vous ne faites plus partie de cette organisation à succès. Malheureusement, le destin tourne autrement. Alors que votre entreprise prospère, rapportant des millions, et que les concurrents luttent pour le leadership et étendent leur marché, vous êtes contraint de lutter pour survivre. Et tout cela se produit durant une période sombre de catastrophe économique, appelée la Grande Dépression, qui a transformé le monde économique en un champ de bataille. Toute cette industrie stable, qui semblait autrefois inaccessible, n'est désormais qu'un souvenir, car vous travaillez dans leur usine, dans des ateliers, assemblez des voitures ou des pièces, en gagnant des maigres revenus à peine suffisants pour couvrir vos besoins fondamentaux et vos dépenses de la vie. C'est une histoire que l'on préfère taire. L'histoire d'un homme dont le destin est lié à l'automobile. Celle de Louis Chevrolet, cofondateur de l'entreprise, dont le nom est devenu un symbole de l'industrie automobile, mais dont le sort n'a pas du tout été aussi glorieux que le succès de son entreprise. Louis Chevrolet est né le 25 décembre 1878, dans la petite ville de Wettignes, en Suisse. Son enfance s'est déroulée dans de petits villages situés au pied des montagnes Jura, entourés de paysages pittoresques et de rues silencieuses. En tant que deuxième fils d'une famille de 7 enfants, il a dû, dès son jeune âge, aider ses parents dans les tâches ménagères difficiles, car son père, Joseph Chevrolet, gagnait sa vie dans l'industrie horlogère, en fabriquant des mécanismes précis et des montres. Quand Louis n'avait que 9 ans, la famille a été confrontée à une grave crise économique, ce qui a forcé ses membres à quitter les ruelles confortables du village pour passer la frontière vers la France, à Nice. Là, le père de Louis a ouvert une petite boutique de vente de montres, espérant assurer un avenir meilleur à sa famille. Mais même cette source de revenus ne suffisait pas à couvrir la nécessité de subvenir aux besoins de 9 personnes en même temps. Au fil du temps, la situation s'aggravait. Les affaires de la famille devenaient de plus en plus difficiles, et il devait souvent se passer de nourriture pendant plusieurs jours d'affilée. Cette période difficile fut la raison pour laquelle Louis, à 11 ans, abandonna l'école et trouva un emploi dans un atelier de réparation de vélos et de calèches appelé Robin. C'est dans cet endroit qu'il découvrit les bases de la technique, apprit à réparer des vélos, et chaque jour, ses compétences s'amélioraient. Déjà à un âge assez jeune, il fabriqua son propre vélo, nommé Frontenac, avec lequel il participait fièrement à des courses locales, montrant sa vitesse et son habileté sur la piste. Son talent pour le sport et ses victoires en course permettaient non seulement de rapporter de l'argent à la famille, couvrant ainsi les dépenses nécessaires, mais aussi allumer en lui, le jeune mécanicien, une passion pour la vitesse et la technique. Un jour, au printemps de l'année 1897, le jeune Louis fut envoyé réparer une voiture unique, une moto à vapeur à 3 roues appartenant à un Américain. Ce tricycle faisait partie des premiers véhicules à vapeur dans le monde, et il impressionna fortement le jeune mécanicien. Ce qui était le plus étonnant, c'était que l'Américain, propriétaire de cet appareil inhabituel, était le petit-fils du célèbre homme le plus riche d'Amérique, William Kissem Vanderbilt, arrière-petit-fils de Cornelius Vanderbilt, une personne dont la fortune était presque incalculable. À ce moment-là, le jeune Louis comprit pour la première fois dans sa vie toute la beauté et le potentiel de l'automécanique et des voitures, car il fut profondément impressionné par le commentaire qu'il entendit de la part de cet influent Américain,
qui avait vu ses compétences. Il était si impressionné par les capacités du jeune garçon de 15 ans qu'il l'invita à venir en Amérique, dans un nouveau monde de possibilités et de perspectives incroyables. Après cette rencontre et sa visite à l'hôtel La Poste, où il réparait ce même tricycle à vapeur, Louis commença à rêver d'un avenir plus grand, de traverser l'océan et de conquérir de nouveaux sommets. En 1899, il acheva un autre projet, un vélo appelé Gladiateur. Ce vélo n'était pas inférieur en possibilités et en design, se distinguant par sa haute qualité et son innovation, et il participa à de nombreuses courses, ce qui renforça encore sa réputation et sa confiance en lui. La description de cette période de la vie de Louis et de ses réalisations montre comment, dans des conditions difficiles, le jeune homme est devenu un ingénieur talentueux et un... Sa passion pour la vitesse, sa quête de perfection et son désir de créer des mécanismes à la fois complexes et élégants ont tracé le chemin qu'il suivrait. Un chemin qui le mena au sommet de l'industrie automobile et laissa sa marque dans l'histoire de la technique et du commerce mondiaux. Un jour, il fut repéré par le directeur d'une grande entreprise de fabrication automobile, la usine Duroc. Ce directeur fut tellement impressionné par les capacités de Louis qu'il lui proposa un emploi dans l'usine de la société, située à Paris. Pendant cette période, alors que le jeune homme étudiait encore chez Dirac, il eut l'occasion unique de se familiariser avec les principes de la combustion interne et le fonctionnement des moteurs à 4 temps, ce qui constituait une étape importante dans sa carrière automobile. Des rumeurs couraient selon lesquelles il aurait également réfléchi à son avenir et aurait travaillé dans d'autres célèbres entreprises automobiles françaises, telles que la société De Dion-Bouton, considérée à l'époque comme l'un des fabricants de voitures les plus populaires en France. Il est difficile de dire si ces rumeurs sont vraies ou simplement des légendes. Quoi qu'il en soit, ces démarches constituaient pour lui une étape supplémentaire vers la réalisation de son rêve, partir en Amérique, où, selon ses plans, l'attendait une nouvelle vie pleine de possibilités et de perspectives. L'argent qu'il avait accumulé à Paris, il décida de l'investir dans la réalisation de son vieux rêve de Cross the Ocean. Lorsque Louis eut 21 ans, il prit la décision ferme de traverser l'Atlantique et se retrouva au Canada, à Montréal. C'est là qu'il eut l'opportunité de commencer une nouvelle vie, pleine d'espoir et de projets ambitieux. La prochaine étape importante fut son déménagement à New York, le plus grand centre de l'industrie automobile et de l'entrepreneuriat. Cela se produisit au début du XXe siècle, en 1900. Plus tard, grâce à une alliance avec un collègue, un immigrant suisse nommé William Walter, Louis réussit à obtenir un emploi dans un atelier d'ingénierie, ce qui lui apporta une expérience précieuse et nécessaire. Quelques mois après avoir commencé à travailler chez Walter, il prit la décision de poursuivre son chemin et partit travailler dans la filiale américaine de De Dion-Bouton. Malheureusement, cette filiale dut fermer ses portes après seulement 1 an, et Louis traversa des moments difficiles. Il dut chercher de nouvelles opportunités d'emploi alors que l'industrie automobile en Amérique était encore à ses débuts. Pendant cette période difficile, la femme et la famille de Louis perdirent leur père, ce qui fut un autre coup dur pour eux. Lui-même prit très au sérieux le fait d'apporter du réconfort et du soutien à ses proches, s'efforçant de convaincre sa famille restante de venir en Amérique afin qu'ils trouvent eux aussi leur place au soleil. Au cours des années suivantes, Louis connut de graves difficultés financières. Il travailla dans de petits ateliers de taille variée, jonglant pour subvenir à ses besoins. Lors des périodes de maigres ressources, il travaillait même comme chauffeur pour assurer une stabilité minimale. Cependant, en 1905, tout commença à changer. Il eut la chance de rejoindre le constructeur automobile russo-italien Fiat, qui à cette époque conquit rapidement de plus en plus de marchés mondiaux. Dans cette entreprise, il s'occupa de ce qu'il aimait le plus, participer aux courses automobiles, qui était sa passion favorite et une part essentielle de la culture de la marque Fiat. Cette passion l'amena peu à peu à de nouveaux sommets, et son nom commença à apparaître de plus en plus souvent dans les titres de presse. Grâce à ses compétences, il a rapidement acquis la réputation d'un pilote audacieux et rapide, prêt à prendre des risques et peu soucieux de sa sécurité. La première fois qu'il a pu prendre le volant d'une voiture de sport, Fiat, s'est déroulée sur le circuit de Morris Park,
où il a reçu une petite voiture peu puissante pour participer à une expérience chronométrée. À la surprise générale, le jeune pilote a établi un record mondial d'1 mile. Son résultat a dépassé tous les précédents, provoquant une excitation immense et de nombreux débats. Plusieurs mois plus tard, Louis est revenu sur la piste, cette fois dans des compétitions plus sérieuses, où il devait affronter les conducteurs les plus expérimentés et talentueux du pays. Cet événement a été largement médiatisé, car beaucoup attendaient avec impatience de voir comment ce pilote infatigable se comporterait dans une épreuve véritablement tense et compétitive. Il n'a pas déçu. Il a réussi à prendre la première place, une brillante confirmation de son talent et de sa maîtrise. Ce succès n'est pas passé inaperçu, et il a commencé à faire parler de lui non seulement dans des publications spécialisées, mais aussi dans les plus grands journaux, The New York Times. Son nom est devenu de plus en plus connu grâce à sa persévérance, sa capacité à maîtriser sa voiture et à sa force remarquable. Bien que son apparence puisse paraître assez comique, avec sa moustache épaisse et typique, Louis était avant tout un homme puissant, fort et endurant. Cette force intérieure lui conférait un avantage considérable. Dans les courses de cette époque, les voitures ressemblaient à de véritables monstres, qu'il fallait littéralement secouer et maîtriser, comme des animaux sauvages. En raison d'une suspension limitée, basée sur de vieilles bonnes kart springs, des ressorts durs et incapables de supporter de lourdes charges, le pilote devait non seulement savoir conduire, mais aussi contrôler totalement sa voiture, savoir la domestiquer dans les virages comme en ligne droite. Et Louis était un véritable maître dans cet art. Derrière toutes ces qualités se cachait également sa profonde compétence mécanique. Il comprenait parfaitement ses voitures, connaissait chaque pièce et ne cessait de les tester et de les améliorer, cherchant à en tirer le maximum. Il poussait continuellement ses voitures à leurs limites, n'ayant pas peur de prendre des risques, s'appuyant sur son expérience et son intuition. Grâce à cette combinaison de talent et de qualité, sa carrière en course évoluait si rapidement. Il est vite devenu reconnaissable, a gagné le respect de ses collègues et admirateurs, et son nom est devenu un symbole de passion sans compromis et de professionnalisme. Grâce à ses remarquables talents et à son don exceptionnel, Louis a rapidement attiré l'attention des figures les plus célèbres et respectées du monde de l'automobile. Parmi celles-ci, se trouvait l'ingénieur et inventeur célèbre John W. Kisty, une personne dont le nom est indissociable du développement des technologies automobiles et des innovations en course. C'est justement Christian qui décida d'inviter Louis à rejoindre son entreprise, marquant une étape importante dans la carrière du jeune pilote et constructeur talentueux. Après cela, ayant terminé son travail chez Fiat, puis chez Chevrolet, Louis déménagea à Philadelphie pour commencer sa nouvelle voie professionnelle dans la société ambitieuse et innovante de Christian. C'est là qu'il se consacra à la conception d'une nouvelle voiture de course, dans laquelle fut implantée pour la première fois une conception radicalement novatrice, la traction avant, c'est-à-dire la commande des roues avant. Cette idée était véritablement brillante, car la traction avant non seulement devançait son époque, mais ouvrait aussi de tout nouveaux horizons techniques pour l'industrie automobile. Cependant, malgré tout le potentiel et l'innovation de cette idée, cet développement resta encore au stade de travail, et le modèle n'atteignit pas encore toute sa maturité. Finalement, John Christian ne parvint pas à obtenir le succès significatif sur les circuits qu'il espérait tant grâce à ses expérimentations et innovations. Néanmoins, le temps passé par Louis chez Christian élargit considérablement ses connaissances et sa compréhension des subtilités de l'automobile. Au cours des années suivantes, il participa activement aux grandes courses de son époque, remportant des succès notables et conquérant le cœur des spectateurs. Parmi ces compétitions figuraient des courses prestigieuses, comme celle de Vanderbilt et la célèbre Indy 500, où Louis montra à plusieurs reprises ses capacités uniques. Il remporta plusieurs victoires, établit de nombreux records, ce qui le sortit de l'ombre et fit de lui une figure largement connue dans le monde automobile. Grâce à ses réalisations, sa stature devint reconnaissable du grand public, et il reçut le surnom qui reflétait son audace et son esprit téméraire, le fou français ou le français risqué. En 1909, Louis devint le pilote le plus performant du championnat américain,
confirmant sa réputation parmi les pilotes les plus talentueux et intrépides de son époque. Malgré tous ses succès vertigineux et sa carrière brillante sur les circuits, la confiance et la reconnaissance dans l'industrie lui coûtèrent cher. On raconte qu'il se retrouvait souvent dans des salles d'hôpital, luttant contre les conséquences de multiples accidents et blessures, inévitables dans les courses de haute vitesse. Certains de ses mécaniciens et collaborateurs qui travaillaient avec lui ne purent malheureusement pas échapper aux pertes et perdirent la vie lors de compétitions acharnées sur la piste. Et pourtant, grâce à ses capacités exceptionnelles et à son talent, les aptitudes en course de Louis finirent par attirer l'attention d'un grand homme d'affaires, William Durand. Ce dernier était l'un des fondateurs du géant General Motors, ainsi que le propriétaire de la célèbre marque Buick. Initialement, il a signé un contrat avec Louis, l'invitant à courir pour son équipe de course Buick, mais il lui a ensuite proposé quelque chose de beaucoup plus ambitieux, devenir cofondateur de l'un des plus grands groupes automobiles au monde. L'histoire continue lorsque William Durand, confronté à une crise interne dans son entreprise et contraint de quitter ses postes de direction, a résolument entrepris de nouveaux plans pour revenir sur le marché automobile. Son opportunité s'est présentée après qu'il a engagé Louis Chevrolet dans son équipe de course Buick. En plus des résultats impressionnants de Louis sur la piste, son nom suisse mémorable et frappant devenait de plus en plus populaire dans le pays, ce qui rendait cet athlète polyvalent particulièrement attrayant. Cette circonstance a joué un rôle crucial. Le nom Louis Chevrolet a acquis le statut d'une marque excellente, facile à retenir et digne de confiance pour les acheteurs potentiels. C'est cette qualité que William Durand estimait beaucoup, car la réputation et la reconnaissance d'une marque jouent souvent un rôle déterminant dans le succès d'une entreprise. Un jour, Durand a convoqué une réunion d'affaires avec Louis, lors de laquelle il lui a proposé de fonder ensemble un vaste empire de marques automobiles. Louis a immédiatement accepté avec enthousiasme, et bientôt, avec son frère Arthur, il s'est associé à cet homme d'affaires influent pour créer une nouvelle société, Chevrolet Motor Company. Cette étape est devenue une étape importante sur la voie de la création d'un empire automobile mondial. En 1911, soit quelques années après la fondation, leur plan était simple et précis. Les frères Chevrolet s'occupaient du développement et de la conception des nouveaux modèles de voitures, tandis que William Durand se concentrait sur la promotion et le marketing. Louis s'est immédiatement engagé dans le travail dès le début de la création de l'entreprise. En collaboration avec son ami proche, l'ingénieur Étienne Planche, il a développé en plus de 6 mois un design moderne et innovant pour une voiture. Une voiture élégante à 6 cylindres, qui a clairement démontré que le talent de Louis en conception n'était pas inférieur à ses compétences en course et en vitesse. Le résultat de ce long et minutieux travail a été le célèbre Classic Six, la première voiture portant le nom de son concepteur et de son expertise en ingénierie. Elle était également appelée Type C ou Modèle C. La voiture arborait une carrosserie arrondie et élégante, équipée d'un puissant moteur 6 cylindres, qui est devenu un symbole du fait que la qualité et l'innovation peuvent se combiner dans un seul design. Au début du XXe siècle, une voiture dotée d'un moteur impressionnant de 8 litres est apparue sur le marché, considérée à l'époque comme l'une des plus puissantes et volumineuses de sa catégorie. Ce groupe motopropulseur pouvait atteindre une vitesse telle que les performances atteignaient souvent un niveau respectable, environ 65 miles par heure. Pour la première fois, cette voiture a été présentée au public en l'an 7, c'est-à-dire en 1913, et son prix s'élevait alors à environ 2 250 $, ce qui équivaut de nos jours à environ 65 000 $ selon la valeur actuelle de la monnaie. Le modèle a été baptisé Classic Six et a immédiatement acquis la réputation d'une voiture de luxe, témoignant de sa haute qualité et de son confort exceptionnel. Cependant, malgré cela, durant les premières années de production, seulement environ 500 exemplaires ont été fabriqués. On peut dire que ce fut une très petite série pour une voiture aussi audacieuse et coûteuse, et malgré les compliments et la fierté du créateur Louis, son cofondateur William était moins satisfait des résultats des premières années. Ces deux fondateurs, Louis et William, se sont un jour rencontrés pour discuter de l'avenir de leur entreprise automobile. Louis insistait sur le fait de développer des voies sportives, de créer des voitures de course
et de miser sur le prestige et la supériorité technique, qu'ils considéraient comme la raison d'être et la force de leur entreprise. En revanche, William soutenait que la tâche principale de la société devait devenir la production de masse de voitures abordables, capables d'être vendues en grand nombre tout en assurant un profit stable. Il prenait l'exemple de Henry Ford et de sa Model T, qui, selon lui, avait complètement redéfini le marché et permis au grand public d'accéder à l'automobile. William persuada Louis que c'était précisément l'orientation vers la majorité et le bas prix qui garantirait le succès et le remplissage régulier des caisses, tandis que renforcer la marque dans le domaine de la course et du luxe était une démarche plus restreinte et risquée. Tous ces arguments n'ont pas permis de parvenir à une conclusion claire, et leur conversation est restée inachevée, sans accord final. Finalement, ils sont partis chacun de leur côté, laissant leur divergence pour un autre moment. Louis a continué à voyager à travers le pays, à promouvoir sa voiture, à en vanter les qualités et à exposer ses projets d'avenir, tout en profitant de pauses pour rendre visite brièvement à son Europe natale, le lieu de ses origines et de ses passions. À son retour dans ses terres natales après ce voyage, il a découvert que William avait pris des mesures radicales. Il avait complètement reconstruit l'entreprise, en se concentrant sur la fabrication de voitures à bas prix, sans en avoir obtenu le consensus de Louis. Cela a blessé et humilié le créateur, et une forte discorde est à nouveau née entre les deux fondateurs. L'histoire raconte qu'à l'un de ces moments de conflit, William, qui était devenu une figure importante dans la société, conseillait plusieurs fois à Louis de quitter ses cigarettes habituelles et peu coûteuses, qu'il aimait fumer, pour passer à quelque chose de plus prestigieux et d'élite. Surtout que William lui-même occupait déjà une position de haut dirigeant dans une entreprise en pleine croissance. Sa femme a également exprimé son opinion, déclarant que ce n'était pas tant la marque de cigarettes qui lui déplaisait, mais plutôt la manière dont il les tenait, serrées dans le coin de la bouche, ce qui, selon elle, donnait à son apparence un ton quelque peu amusant et également audacieux. Cette critique bouleversa tellement Louis qu'il déclara pour la première fois de sa vie qu'il avait vendu à William sa voiture, vendu son nom, mais qu'il n'avait aucune intention de vendre sa personnalité, son individualité et ses convictions. Après ces désaccords, Louis sentit que son influence sur l'entreprise disparaissait rapidement, que son rôle s'affaiblissait, et il décida de quitter l'entreprise. Il revint à sa première passion, la course automobile et la conception de voitures rapides. Cependant, seulement 2 ans plus tard, en 1915, son destin prit une décision radicale qui eut finalement de graves conséquences pour son avenir. Louis vendit ses parts dans la société et renonça à une opportunité prometteuse de devenir l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Cette décision fit de William Durand le seul propriétaire de Chevrolet Motors, et il put désormais gérer l'entreprise à sa guise, en réalisant ses propres plans et idées. C'est lui qui poursuivit le développement de la conception de voitures abordables, misant sur la production de masse et la accessibilité. En même temps, Louis, désapprobant cette approche et guidé par sa passion véritable pour la course, n'avait plus de lien avec cette entreprise. Son départ marqua le début d'une nouvelle étape de sa vie. Avec l'argent ainsi récolté, il fonda sa propre société, Frontenac Motor, qui devint en 1915 son nouveau départ. Il se consacra entièrement à la création de voitures extrêmement rapides et puissantes, investissant toutes ses forces et ses connaissances dans la conception de nouveaux modèles. Au cours des années suivantes, ces voitures devinrent populaires dans le monde de la compétition automobile, et leur succès sur la piste confirmait son talent et son dévouement. Ainsi, les années passèrent, et son parcours, malgré les difficultés et les changements, continua de se développer, laissant une trace remarquable dans l'histoire du sport automobile et de la fabrication de voitures rapides. La société Aston domina longtemps la route, grâce à son expertise technique de pointe et à ses technologies innovantes. À 3 millions en 1918, l'équipe des frères produisait des voitures qui étaient non seulement réputées pour leur fiabilité, mais qui remportaient aussi les prix les plus prestigieux dans le monde de la course. À l'époque où Louis Aston sentait que ses créations atteignaient des sommets de succès, il ne pouvait même pas imaginer le destin exceptionnel qui l'attendait. En 1922, au plus fort de sa créativité et de ses succès, le plus jeune des frères, Gaston,
mourut tragiquement lors d'une course automobile à Beverly Hills. Cette terrible nouvelle bouleversa profondément Louis. Après la perte de son frère cadet, il sombra dans une profonde tristesse et un désespoir, et une décision prit naissance dans son cœur: abandonner définitivement la course et laisser ce sport dangereux pour toujours. Le chagrin et le deuil le hantaient sans relâche, et peu après cette tragédie, sa situation financière commença à se détériorer rapidement. À cette époque, sa société, Frontenac Motors, envisageait de créer un prototype de voiture de tourisme avec l'aide d'investisseurs. Cependant, un scandale majeur soudain, impliquant les affaires des Fosio, secoua tout le système financier et força les investisseurs à se retirer. Cela mit Louis dans une situation difficile. Il se retrouva seul face au détournement de fonds destinés au développement d'une nouvelle voiture, sans possibilité de poursuivre le projet. Une série d'échecs l'amena à déposer le bilan, et son entreprise frôla la faillite. Mais sa détermination et son désir de retrouver la reconnaissance d'antan l'aidèrent à rassembler ses forces, et en 1911, il se rejoignit à nouveau avec son frère Arthur pour fonder une nouvelle société, Chevrolet Brothers Manufacturing. Leur objectif était de fabriquer des moteurs pour voitures particulières et petits avions, ce qui était alors une orientation très prometteuse. Au cours des années suivantes, cette entreprise commença à prospérer, et ses produits se répandirent non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Angleterre et même en Australie. Cependant, la crise économique mondiale du début des années 30 menaça l'existence de cette nouvelle société. L'instabilité économique, la chute de la demande des consommateurs et la réduction massive du pouvoir d'achat firent rapidement diminuer les revenus de l'entreprise, qui se trouva bientôt au bord de la disparition. Dans cette période difficile, Louis Chevrolet tenta audacieusement d'organiser une entreprise aéronautique à Indianapolis, là où il espérait relancer sa carrière. Mais ce projet ne résista pas à la pression de la crise économique et, comme beaucoup d'autres, dut fermer ses portes. Pendant ce temps, la société Chevrolet Motors, grâce au lancement du nouveau modèle, la Chevrolet International, commença à conquérir une popularité énorme. Au début des années 30, elle surpassa même en vente la firme Ford. Le logo de l'entreprise, un emblème en forme de papillon, devint l'un des symboles les plus reconnaissables au monde. À cette époque, les trois plus grands constructeurs automobiles en Amérique, Ford, Chevrolet et Chrysler, se partageaient le marché et réalisaient d'énormes bénéfices. Malheureusement, pour William Durand, propriétaire de Chrysler, la situation était bien différente. Il prit de nombreuses décisions, proches de grandes acquisitions et réorganisations, mais ces démarches conduisirent à d'importantes dettes. Finalement, il fut contraint de vendre sa part. Quant à Louis Chevrolet, à 40 ans, sa santé se détériora considérablement et il pouvait à peine continuer ses affaires. Son seul soutien dans cette lutte contre la grave crise financière était le souvenir de ses victoires passées, mais il était presque sans ressources. Pendant la plus profonde dépression économique de l'histoire des États-Unis, lorsque le chômage atteignit des seuils records, il dut revenir à ses débuts, travailler comme mécanicien sur une chaîne de montage chez Chevrolet. On aurait pu croire que le passé glorieux était resté dans le passé et que personne ne se souvenait plus du grand ingénieur. Peu de temps après, il lui a été diagnostiqué une maladie grave, l'athérosclérose, qui détruisait rapidement son corps. En 1938, la maladie avait atteint un stade tel que les médecins ont dû amputer une jambe pour sauver sa vie. Cela a été la goutte d'eau qui a poussé à quitter son travail. Ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour se faire soigner et pour subvenir aux besoins de sa famille, Louis Chevrolet est décédé en 1943, à seulement 63 ans, à la suite d'une crise cardiaque. Sa mort a été un coup dur pour ses proches, et son frère Arthur, après de longues années de dépression et de tristesse, a été profondément marqué. Peu de temps après, il aussi a quitté la vie, laissant derrière lui un souvenir amer. Peu avant cette tragédie, les deux frères luttaient pour sauver leur entreprise et obtenir la reconnaissance. Et même après la perte du fondateur, la Chevrolet maintenait fermement sa position sur le marché. Dans les années suivantes, elle a enfin atteint son apogée, surtout après la Seconde Guerre mondiale,
lorsque les véhicules de cette marque continuaient de conquérir le cœur de millions d'automobilistes à travers le monde. Dans les années 50 du siècle dernier, à une période où l'industrie automobile se développait activement et recherchait l'innovation, Chevrolet a pris une étape importante. C'est à cette époque, vers 1953, qu'a été créé leur premier véhicule expérimental, une Corvette. Cette voiture unique se distinguait non seulement par sa forme, mais aussi par ses caractéristiques technologiques, qui la différenciaient sérieusement de la majorité des voitures de l'époque. La Corvette était un cabriolet 2 places avec un toit souple, fabriqué en fibre de verre, un matériau léger et robuste, contrairement au métal traditionnel. Cette solution a grandement simplifié la conception de la carrosserie, en particulier lors de la création de ses lignes arrondies et fluides, conférant au véhicule une élégance et une dynamique remarquables. Cette étape a été une révolution. Grâce à l'utilisation de nouvelles technologies, la Corvette a rapidement conquis le cœur des amateurs d'automobiles, devenant l'une des premières voitures de sport en série en Amérique. Ce fut un geste innovant, qui non seulement distinguait la voiture par son style et ses caractéristiques techniques, mais aussi inaugurait une nouvelle ère dans la fabrication de voitures sportives américaines. Ce projet expérimental est devenu le premier d'une série de réussites pour l'entreprise, car c'est grâce à lui que Chevrolet a consolidé sa réputation de marque innovante et progressiste. Mais ce n'était que le début. Peu après la sortie de la Corvette, la société a décidé de lancer sur le marché son modèle le plus ambitieux, qui a immédiatement attiré l'attention du grand public. Il s'agit de la légendaire Chevrolet Impala. Ce véhicule est devenu un véritable symbole de style et de confort, et son design impressionnait par sa longueur et son élégance. L'Impala se distinguait non seulement par son attrait visuel, mais aussi par ses possibilités techniques, ce qui en faisait une voiture populaire auprès d'un large éventail de conducteurs et d'amateurs d'automobiles à travers le pays. Grâce à sa conception unique et à ses caractéristiques étonnantes, l'Impala a rapidement surpassé toutes les attentes et occupé une place importante dans l'histoire des voitures américaines. Ce qui a été particulièrement impressionnant, c'est que ce modèle a réussi à établir un record mondial du nombre de véhicules vendus en une seule année. Au cours de 1965 et 1966, plus d'1 million d'unités d'Impala ont été vendues sur le marché américain, ce qui constitue une réussite exceptionnelle et une preuve de la popularité de ce modèle. Ce record, dans l'histoire de l'industrie automobile, demeure à ce jour inégalé et unique en son genre. Ainsi, Chevrolet n'a pas seulement créé un produit exceptionnel, mais a aussi démontré son savoir-faire dans la fabrication de voitures de haute gamme à grande échelle, faisant de l'Impala un symbole de son époque. L'histoire de cette société n'est pas seulement celle des succès techniques et des records, mais aussi celle du destin de son fondateur. Au cœur de cette narration se trouve le destin de Louis, l'homme qui était à l'origine de la création de ces grandes voitures. Sa vie a été riche en aventures et en événements marquants, pleine de décisions audacieuses et, parfois, de moments tragiques. Malgré toute la gloire et les accomplissements, peu de gens connaissent aujourd'hui les nombreux aspects de sa vie. Ses restes reposent au cimetière Sainte-Croix, dans la ville d'Indianapolis, à proximité du circuit automobile qu'il a autrefois rendu célèbre en tant que légende. Là, dans un environnement paisible, repose la mémoire d'un homme qui a eu une influence considérable sur le développement de l'industrie automobile et qui a laissé un héritage riche.